Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de Radio Prague International en français. Au sommaire de la prochaine demi-heure en ce début de semaine, de la viticulture tout d'abord avec un vignoble tchèque qui est en pleine restructuration. Histoire aussi avec une valise ayant appartenu à la journaliste et écrivaine Milena Jesenska qui refait surface après plus de 80 ans. Et puis du sport et du football également avec le traditionnel grand derby pragois entre le Slavia et le Sparta qui s'est tenu dimanche. Le Slavia s'est imposé et a fait un pas supplémentaire vers un nouveau titre de champion de République tchèque. Mais avant tout cela, le Flash Info présenté par Alexis Rosenzweig. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. La Tchéquie devra à l'avenir faire venir jusqu'à 100 000 travailleurs étrangers par an. C'est ce qu'a déclaré lundi le président de la Confédération de l'industrie tchèque, Jan Rafaj, dans un entretien accordé au site d'information novinky.cz. Selon lui, le pays n'a actuellement besoin que de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs par an. Le chef de l'organisation patronale estime que le pays a quelque peu négligé la question de la pénurie de main-d'œuvre, notamment en raison du grand nombre de réfugiés ukrainiens arrivés en Tchéquie et ayant trouvé un emploi. Il a averti que si le problème n'était pas traité, l'État pourrait se retrouver paralysé. Jan Rafaj a également indiqué que son organisation menait des discussions avec le gouvernement sur une migration encadrée en provenance de pays comme les Philippines, l'Indonésie ou encore des États post-soviétiques. Un dernier vol de rapatriement en provenance du Moyen-Orient touché par la guerre est arrivé ce lundi à Prague, peu avant 7h du matin. L'appareil parti de Riyad en Arabie Saoudite a ramené 180 ressortissants tchèques. Dans la nuit, un vol régulier en provenance de Dubaï a également atterri avec 189 passagers à bord. C'est ce qu'a indiqué à l'agence ČTK la porte-parole de la compagnie aérienne Smartwings. Selon cette porte-parole, la compagnie Smartwings a transporté vers la Tchéquie environ 4000 passagers depuis le début du conflit. Le ministre des Affaires étrangères Petr Matýnka a annoncé dimanche qu'environ 1400 personnes avaient déjà été rapatriées vers la Tchéquie par des vols de rapatriement. Avec le vol de lundi qui n'a pu décoller de Riyad pendant plusieurs dizaines d'heures en raison d'attaques de drones, le nombre total de personnes rapatriées a atteint environ 1600. Les femmes en Tchéquie gagnent en moyenne un quart de moins que les hommes. L'écart le plus important persiste dans le secteur de la santé et dans le management de haut niveau. C'est ce qui ressort d'une analyse des différences de rémunération entre femmes et hommes pour l'année 2025. Étude publiée par le portail plati.cz. Alors que le salaire mensuel moyen des hommes s'élevait l'an dernier à 65 866 couronnes, les femmes percevaient en moyenne 49 122 couronnes. Selon cette analyse, la Tchéquie fait depuis longtemps partie des pays de l'Union européenne où les inégalités salariales entre femmes et hommes sont les plus élevées. On passe maintenant au nucléaire avec le gouvernement tchèque qui a décidé lundi de supprimer le comité permanent pour la construction de nouvelles sources nucléaires. Il sera remplacé par un nouveau modèle de gestion opérationnelle qui doit mieux refléter la phase actuelle du projet de construction de nouveaux réacteurs à la centrale de Dukovany. Un mot de sport pour vous dire que ce sont les footballeurs du Slavia qui ont remporté le derby des 2S pragois en battant à domicile le Sparta 3-1 dimanche soir après avoir été mené 1-0. Vous en saurez plus dans la suite de ce programme francophone. Et puis un mot sur la météo comme d'habitude pour terminer ce bulletin avec encore du soleil et des températures en légère hausse dans toute la Tchéquie et à Prague notamment où il devrait faire ce mardi jusqu'à 16 degrés malgré quelques petits nuages. Voilà pour l'essentiel des infos. Plus d'infos c'est sur français.radio.cz et tout de suite maintenant c'est Guillaume Narguet pour la suite du programme. Radio Prague International, le programme francophone. Jamais encore depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne en 2004, la surface plantée de vignes, désormais inférieure à 17 000 hectares, n'avait été plus petite en République tchèque qu'actuellement. Les coûts de production et une consommation moindre de vin sont deux des principales raisons d'une évolution qui contraint les viticulteurs à s'adapter à travers notamment la plantation de cépages plus résistants.
Nous nous trouvons là dans une vigne où nous sommes en train d'arracher l'ancien muscat de Moravie car cela fait désormais un peu plus de 2 ans que nous le remplaçons par du muscaris qui est un cépage plus résistant. Dans un reportage de la radio tchèque, c'est ce qu'explique Pavel Pospíšil. Pavel Pospíšil, vigneron des environs du village de Bošovice en Moravie du Sud. La Moravie du Sud, la région dans laquelle est traditionnellement produit l'essentiel du vin en République tchèque. Ekonomický efekt u těch rezistentů je omezení nebo snížení nákladů na ochranu rostlin. Cela fait déjà 5 ans que Pavel remplace progressivement certains cépages traditionnels par d'autres variétés plus résistantes aux maladies, rendant ainsi leur culture moins onéreuse grâce à la réduction des coûts de protection des plantes. Et de plus en plus de viticulteurs tchèques, notamment les plus grands, envisagent les choses sous le même angle et préfèrent restructurer leurs vignobles plutôt que de les agrandir. Face aux défis climatiques et sanitaires, la culture de cépages résistants nécessite moins de traitements et de pulvérisation chimique. En 2025, le vignoble tchèque s'est réduit de près de 360 hectares, arrachés pour l'essentiel, pour une superficie totale de surface exploitée pour la production de vin de 16 945 hectares. Il s'agit là d'une baisse continue depuis quelques années et de la surface cultivée, la plus petite depuis 2004, année depuis laquelle ces données sont publiées par l'Institut central de contrôle et d'essai en agriculture, l'organisation qui autorise également les plantations sur la base de quotas. Cette baisse, qui s'accompagne aussi de celle du nombre de viticulteurs, a été enregistrée malgré le fait que de nouvelles vignes aient été plantées sur un peu plus de 200 hectares de plus qu'en 2024. La superficie plantée de cépages résistants, adaptés entre autres à la culture biologique, a en revanche continué d'augmenter, comme le confirme le directeur de la Fédération des vignerons, Martin Puček. La République tchèque est le pays en Europe qui possède le plus grand nombre de vignobles capables de résister aux champignons par rapport à la surface totale cultivée. Cela est dû au succès de nos techniques de sélection qui sont à la fois une tendance et un facteur économique. Chaque année, les viticulteurs tchèques cultivent donc toujours un peu plus de cépages résistants. Avec 76 hectares plantés, la surface cultivée a ainsi encore augmenté en 2025 pour atteindre un total de près de 1100 hectares, dont un peu plus de 430 d'hibernal, l'hibernal, un cépage blanc hybride. Selon Martin Puček, cette évolution ne suffit toutefois pas pour inverser la tendance plus globale à la baisse du vignoble. Cela ne signifie bien évidemment pas que les cépages résistants aient supplanté les cépages européens traditionnels. Néanmoins, ils constituent un complément idéal. Il est facile d'ajouter ces cépages au Veltliner, par exemple. Ils sont pratiquement indétectables et permettent donc d'améliorer la rentabilité. Et face aux transformations du marché dans un contexte particulièrement compliqué, de maintenir aussi sur le long terme la compétitivité de la viticulture tchèque. On parle maintenant histoire sur Radio Prague International. Une petite valise ayant appartenu à la journaliste et écrivaine Milena Jesenská vient d'être acquise par le musée de la littérature tchèque et intégrée à ses collections. Jusqu'à récemment, l'objet avait été conservé par la famille d'une de ses compagnes de cellule. Anna Kubišta pour plus de précisions. Hormis ses écrits pour des journaux, magazines, ses traductions en tchèque des textes de son ami Franz Kafka ou encore sa correspondance, il nous reste peu de choses ayant appartenu à Milena Jesenská. Esprit libre, figure du journalisme et du féminisme tchécoslovaque de l'entre-deux-guerres. Car après son arrestation par la Gestapo dès 1939 pour activité de résistance, la plupart de ses biens sont confisqués ou détruits par les nazis. La récente découverte d'une petite valise lui ayant appartenu est donc un événement qui
qui fait ressurgir tout un pan de son histoire. Longtemps conservé dans une famille pragoise, ce bagage vient d'être acquis et intégré aux collections de l'institution chargée de préserver les archives littéraires nationales. La petite valise de cuir d'environ 45 cm de large n'a rien d'exceptionnel en apparence, sinon sa propriétaire d'origine. Elle a été conservée pendant plus de 8 décennies par la famille de l'historien Arno Pajic. Sa mère, Božena Pažíková, a été emprisonnée à la prison de Pankráč à Prague pendant l'occupation nazie, où elle a partagé un temps sa cellule avec Milena Jesenská, comme le rappelle l'archiviste Petr Kotík. Božena Pažíková na přelomu let 1939 a 1940. Au tournant des années 1939-1940, Božena Pažíková a été emprisonnée à la prison de Pankráč en tant que membre de la résistance. Elle collectait de l'argent pour les familles privées de soutien financier après l'arrestation par les nazis de l'un des leurs. En prison, elle partageait une cellule avec Milena Jesenská. Celle-ci avait été arrêtée pour avoir aidé des antifascistes et des juifs à fuir à l'étranger. Antifašistům, ale i lidem židovského původu, kteří byli v ohrožení. Lorsque Milena Jesenská est transférée vers l'Allemagne par les autorités nazies, les deux femmes échangent leurs bagages. Božena Pažíková, když jela Milena Jesenská, Milena Jesenská a été envoyée à Dresde pour y être jugée, mais elle n'avait pas assez de place pour transporter toutes les affaires qu'elle avait accumulées en prison. Alors Božena Pažíková lui a donné sa grande valise, elle a gardé à la place la petite valise de Milena Jesenská. Pažíkovský kufr a ten malý Mileny Jesenský si nechala. Božena Pažíková sortira de prison en 1940 et emmènera la valise avec elle, la conservant dans son appartement de la rue Sparlena à Prague pendant des décennies. Milena Jesenská, elle, est déportée au camp de Ravensbrück où elle mourra 4 ans plus tard, minée par de graves problèmes de santé. Là-bas, elle s'efforce malgré tout de prêter main forte à ses co-détenus. Traductrice de la correspondance de Milena Jesenská pendant la période de la guerre, Hélène Belletto-Sussel nous avait raconté comment la journaliste et résistante puisait sa force dans l'aide à autrui. Il y a plusieurs choses qui l'ont aidée, en dépit de ses problèmes de santé qui étaient très réels et qu'elle avait déjà quand elle est arrivée. C'est que d'abord, elle a été aidée par des camarades tchèques communistes qui ont tout mis en œuvre pour qu'elle soit affectée à l'infirmerie. Elle n'avait donc pas les mêmes conditions de détention que les autres. Ça, c'était, pour qui a lu des choses sur les camps, c'était vraiment très très important d'avoir une fonction particulière à l'intérieur des camps. Donc il y a ça, et puis il y a l'amitié avec Margarete Huber-Neumann, et ça a été vraiment un pilier, enfin un élément qui l'a tenu debout et qui fait que malgré ses problèmes de santé, elle tenait. Et puis il y avait aussi ses convictions. À un moment, Margarete Huber-Neumann, dans le livre qu'elle a écrit, Prisonnière chez Staline et Hitler, elle dit « Ce qui m'a fait tenir, c'est pas seulement ma bonne santé. » Elle avait probablement une bonne santé. Elle est quand même morte à 89 ans, après avoir survécu à deux ans chez Staline et 5 ans chez Hitler. Mais elle dit, c'est le désir, enfin, c'est l'idée qu'on peut être utile à quelqu'un. Le désir de faire quelque chose pour les autres. Et ça, Milena, elle l'avait. Dans son domaine, qui était ce qu'on appelait le Krankenrevier, qui était l'infirmerie, elle savait qu'elle pouvait faire des choses. Elle avait accès aux fichiers, aux fiches des détenus, etc. Elle avait les moyens de faire quelque chose. Et ça, je pense que pour quelqu'un comme elle, c'était capital de savoir qu'elle n'était pas là comme un simple objet, mais comme quelqu'un qui avait quand même encore une volonté et un pouvoir. Et ce pouvoir, elle savait le trouver là où il était. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même quelque chose. C'était pas rien. Bon, après, la maladie l'a rattrapée.
La valise, aujourd'hui redécouverte, renvoie à l'existence mouvementée de Milena Jesenská, grande figure de la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres, dont le destin tragique épouse celui de son pays. Née à Prague le 10 août 1896, dans une famille d'intellectuels, elle évolue dans l'effervescence de Prague, capitale cosmopolite, où se croisent langue, culture et tradition, où les écrivains tchèques, allemands et juifs se côtoient dans les cafés et les cercles littéraires. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre notamment Franz Kafka, dont elle sera la première à traduire les textes en tchèque. C'est aussi dans cet environnement bouillonnant que Milena développe son goût pour la littérature et le journalisme. Elle écrit notamment pour plusieurs journaux influents de l'époque. Ses textes se distinguent par leur sens de l'observation et leur sensibilité sociale. Quand elle croise le destin de Božena Paříková en prison, elle est donc connue et reconnue, comme le rappelle Petr Kotik. Ona byla autoritou prvorepublikové novinářiny. Pracovala. Elle était une journaliste renommée de la première République tchécoslovaque. Elle écrivait notamment pour la revue de référence Přítomnost, éditée par Ferdinand Peroutka. Elle dénonçait les injustices sociales et défendait les droits des femmes. Pour Božena Paříková, cette rencontre est restée inoubliable. Vzpomínala ve vzpomínkách v rodině na něj celý život. Inoubliable également le récit qu'elle a fait à ses fils d'un moment dramatique dans la cellule de Pankráč et dont seule sa famille avait connaissance jusqu'à présent. Syn druhý, paní Paříkový, tak vzpomínal na to, že maminka... Selon un des fils de Božena Paříková, Milena Jesenská aurait un jour cassé ses lunettes dans sa cellule et avalé les éclats de verre pour tenter de se suicider. Un gardien tchèque lui aurait ensuite apporté du chou à manger pour envelopper les fragments de verre et permettre leur passage dans son corps. Elle a survécu, mais seulement quelques années avant de mourir dans un camp de concentration nazi. Marquée par le temps, la petite valise en cuir de Milena Jesenská porte encore 2 étiquettes d'hôtel datant de l'époque où elle a vécu à Vienne avec son mari Ernst Polák au début des années 1920. Il sera possible de la voir au musée de la littérature tchèque dans le cadre d'une future exposition consacrée à la scène littéraire germanophone de Prague, témoin d'un passé englouti par la Deuxième Guerre mondiale. On parle maintenant football, d'abord mené par le Sparta, mais finalement vainqueur 3-1 du traditionnel derby des S pragois, comprenait Slavia Sparta, et ce grâce à 3 buts inscrits en deuxième mi-temps dimanche soir devant son public. Le Slavia a fait un grand pas vers un nouveau titre de champion de République tchèque. À 10 journées de la fin, les Rouges et Blancs, le Slavia donc, toujours invaincu en championnat depuis le début de saison, possèdent désormais 10 points d'avance sur leur grand rival du Sparta. Proměňuje, je velmi různorodě. Proměňuje i teď a Slavia srovnává v 57. minutě na 1-1. À 5 journées de la fin de la saison régulière, qui sera suivie de 5 journées supplémentaires qui mettront aux prises les 6 premières équipes au classement, le Slavia, grâce à ce succès, ne semble désormais plus pouvoir être rattrapé par le Sparta, un Sparta deuxième avec 10 points de retard. Auteur de 2 buts, dont le premier sur penalty peu avant l'heure de jeu, qui a permis à son équipe d'égaliser, et d'une passe décisive, l'attaquant Tomáš Chory, meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, a été le grand bonhomme de ce derby pragois, le 316e de l'histoire, disputé comme toujours dans une très chaude ambiance. On écoute Tomáš Chory. Strašně důležitý, myslím si, že ten zápas. Myslím si, že jsme byli lepší, ten první poločas byl takový bojovnější a je pense que nous avons été meilleurs sur ce match. La première mi-temps a été un peu heurtée avec beaucoup de duels et nous avons encaissé un but sur un coup franc que nous aurions pu éviter. La mi-temps nous a fait du bien, nous nous sommes dit certaines choses et nous avons fait preuve de beaucoup de caractère en deuxième période pour recoller au score et prendre l'avantage. Au bout du compte, notre victoire est méritée et je pense que si nous conservons cet état d'esprit, nous atteindrons l'objectif que nous nous sommes tous fixés en début de saison. Pour le Slavia, qui a remporté 17 de ses 25 matchs depuis le début de saison,
et reste toujours invaincu, cela signifierait conserver un titre de champion qui le qualifierait de nouveau directement pour la phase de ligue de la prochaine Ligue des Champions. Centrum na Zeleného, který nakonec trefil brankovou konstrukci, ale Vydra našel odražený míč a poslal ho do sítě. Sparta vede 1-0. Pour le Sparta en revanche, qui en cas de succès dimanche aurait pu se rapprocher à 4 points du Slavia et relancer la lutte pour le fauteuil de leader, cette défaite marque un nouveau coup d'arrêt. Après avoir ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps, comme on vient de l'entendre, l'équipe de l'entraîneur danois, Brian Priske, a livré une prestation trop insuffisante au retour des vestiaires pour espérer ramener quelque chose de son court déplacement, et ce, comme le regrettait son attaquant et capitaine slovaque Lukáš Araslin. Je ne sais pas si nous pensions pouvoir nous contenter de ce score de 1-0. En deuxième mi-temps, le Slavia nous a été supérieur physiquement, mais nous étions beaucoup trop recroquevillés et avons beaucoup trop subi. Nous avons été incapables de conserver le ballon, comme si nous avions peur de jouer et qu'une toute autre équipe que celle de la première mi-temps était revenue sur le terrain. Alors que le Sparta se déplacera ce jeudi aux Pays-Bas pour y affronter l'AZ Alkmaar en match aller des huitièmes de finale de la Ligue Conférence, la plus petite des 3 compétitions européennes, ce revers, le 4e de la saison en championnat pour les Pragois, a également pour conséquence de voir le Viktoria Plzeň et Jablonec à égalité à la troisième place, revenir à 6 points au classement. Si un nouveau titre de champion de République tchèque semble donc d'ores et déjà promis à un Slavia toujours aussi souverain sur la scène nationale, la bataille pour les 3 autres places qualificatives pour les Coupes d'Europe, des tours préliminaires de la Ligue des Champions pour le 2e à la Ligue Conférence pour le 4e, en passant par la Ligue Europa pour le 3e, s'annonce, elle, féroce jusqu'au bout. Révélée au public grâce à une grande exposition que la Galerie nationale de Prague a consacrée en 2024 aux artistes tchèques de l'école de Paris, l'œuvre de Georges Kars sera présentée à l'automne prochain dans la capitale française. L'exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme est préparée en collaboration avec plusieurs institutions tchèques, dont le musée de Velvary, qui possède une collection inédite de peintures et dessins de l'artiste mort ensuite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Magdalena Rozinkova nous en dit plus. En mai dernier, 145 ans se sont écoulés depuis la naissance du peintre qui s'appelait alors Jiří Karpeles dans la ville de Kralupy nad Vltavou, située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Prague. En 1906, la famille Karpeles change de nom et s'appelle dorénavant Kars. Jiří, qui étudie à cette époque aux Beaux-Arts de Munich et va partir vivre en 1908 à Paris, utilise dès lors la forme allemande ou française de son prénom et devient Georges Kars. C'est donc en France que l'artiste a passé l'essentiel de sa vie et de sa brillante carrière, tout en retournant souvent à Prague où il avait son atelier, de même qu'à Tossa de Mar en Espagne où il séjournait dans les années 30. Aussitôt installé à Paris au début du XXe siècle, Georges Kars épouse une danseuse de ballet appelée Nora, elle aussi d'origine tchèque. Le couple vivait à Montmartre et Kars a immédiatement intégré le milieu artistique local, se liant d'amitié avec Apollinaire, Valadon, Utrillo, Modigliani, Picasso, Soutine ou Chagall. La peinture de Georges Kars a été influencée par l'impressionnisme, puis par le cubisme, le fauvisme et l'expressionnisme. Tout comme ses compatriotes qui ont formé l'école de Paris, il a participé au salon et a exposé dans des galeries prestigieuses. Interrompue pendant la Première Guerre mondiale, la carrière artistique de Kars a connu un nouveau souffle dans l'entre-deux-guerres. En 1937, une grande rétrospective organisée à la galerie pragoise Mánes et inaugurée en présence du président Edvard Beneš a permis de présenter au public tchèque 130 peintures à l'huile et 70 dessins de l'artiste.
Peu après, à l'automne 1938, Kars et sa femme quittent précipitamment Prague pour le sud de la France. Dans la tourmente de la guerre, le couple se sépare alors que sa femme reste à Paris, où elle s'engage dans la résistance. Georges Kars se réfugie d'abord à Lyon pour s'exiler en 1942 en Suisse, où il vit chez sa sœur. En 1945, peu avant la capitulation de l'Allemagne nazie et à la veille de son retour en France, le peintre se suicide dans un hôtel à Genève. Après la guerre, des expositions lui sont consacrées en France et ailleurs dans le monde et ses tableaux rejoignent des collections prestigieuses. Or, dans son pays d'origine, Georges Kars tombe dans l'oubli. Seule la petite île historique de Velvaré, d'où était originaire le père de l'artiste, cultive sa mémoire. Le musée local abrite depuis la fin des années 50 une collection inédite de ses œuvres. Avec la Kars Gallery ouverte fin 2025, non loin de là, à Kralupy, par un collectionneur privé, il s'agit de la plus importante collection de l'artiste en Tchéquie. Ceci n'est pas sa seule spécificité, comme l'explique Jitka Kurková, directrice du musée de Velvaré. Notre musée abrite 50 peintures à l'huile de Georges Kars, 11 cahiers de dessins et 8 dessins qui datent de l'époque de la Première Guerre mondiale, où Kars était officier de l'armée autrichienne sur le front de l'Est. La collection se distingue par son ampleur, sa richesse, mais aussi et surtout par le fait qu'elle représente les débuts et la première période de sa création, jusqu'au début des années 20. On y trouve des portraits, des nus, des paysages, des natures mortes, et on voit très bien comment Kars a été influencé par différents courants artistiques du début du XXe siècle. Il est vraiment rare de voir ces tableaux de cette époque-là. Ce sont ces œuvres plus tardives de la fin des années 20 et surtout des années 30, soit de la période la plus prolifique de l'artiste, qui sont généralement présentées lors des ventes aux enchères. Devant son tableau préféré de Kars, Parc avec des perroquets de 1907, Jitka Kurková nous dévoile l'histoire mouvementée de cette collection. C'est une histoire qui remonte à la fin des années 30. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Kars et sa femme ont acheté un appartement avec un atelier à Prague, dans le quartier de Vinohrady. Kars a rapporté ici sa collection de tableaux de peintres de l'école de Paris, ainsi que 150 de ses propres tableaux. Lorsque les Kars ont quitté Prague, ils ont dû tout laisser ici. Malheureusement, pendant la guerre, la majorité de ses œuvres ont été volées ou perdues. Rien ne s'est conservé de sa collection de l'école de Paris. Seule une cinquantaine d'œuvres de Georges Kars ont été retrouvées après la guerre. Les toiles ont été retirées de leur cadre, enroulées et stockées dans des boîtes par un inconnu. Madame Kars a ensuite offert ces tableaux à la ville de Kralupy, comme l'avait souhaité son mari. Ils ont d'abord été exposés au château de Nelahozeves, puis ici, à Velvaré, où la collection a trouvé, après d'autres péripéties encore, son emplacement définitif. A teprve potom se dostala do sbírek městského muzea ve Velvarech. Mám pocit, že proplouval tím světem jako J'ai l'impression que Georges Kars manquait quelque peu d'ancrage dans sa vie. Il a beaucoup voyagé, sa vie a été bouleversée par des événements historiques. Concentrer tout cela en quelques images a été un véritable défi pour moi, a confié le jeune artiste Robin Mrazek, auteur d'une BD sur Georges Kars, publiée récemment par le musée de Velvaré, institution qui organise régulièrement des ateliers et autres événements encore autour de l'œuvre de l'artiste. Plusieurs tableaux de sa collection seront présentés à l'automne au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, qui rendra hommage au peintre tchéco-français précisément 43 ans après la dernière exposition qui lui avait été consacrée en France. Voilà, c'est sur ces propos de notre collègue Magdalena Rozinkova que s'achève pour ce lundi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt avec de nouveau l'actualité tchèque en français dans vos oreilles. Salut, ahoj.